à vivre dans une maison vide avec son ombre et le silence. Il ne supporte pas la solitude. Sans personne autour, il a l'impression d'être mort. Au fond, ils sont faits l'un pour l'autre, ou presque. Le train arrive à la gare suivante, crache quelques voyageurs, en avale un peu plus. On pousse sans en avoir l'air, ça tangue, on reste vaguement tassé, sans plus. Par les portes ouvertes, entre une fraîcheur douce qui caresse le visage de Francis. C'est agréable, et l'idée lui vient que malgré un début un peu curieux, la journée sera bonne. Il a souvent des intuitions comme ça, mais elles se vérifient rarement, voire jamais. Une de ses grand-mères était rebouteuse dans un village du Nord. Guérisseuse, voyante, médium, on racontait qu'elle avait un don, une vision, et penchée sur son berceau, elle avait prédit à Francis un grand avenir. Il allait devenir quelqu'un d'illustre, célèbre et riche, ou peut-être l'inverse. Gentil, mémé. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle est tombée loin de la cible, et vu l'âge qu'il a atteint, il y a peu de chances maintenant que les choses se conforment à ses pronostics. Illustre, non. Riche ou célèbre, non plus. Mais allons, il s'est tout de même hissé à la tête de son service l'an passé. À force de persévérance, de courage un peu, et aussi parce que l'ancien responsable est mort d'une glissade, et qu'il n'y a pas eu de volontaire pour le remplacer. On l'a désigné, c'est vrai. Et alors ? Francis travaille dans la grande distribution, la logistique. C'est un peu grâce à lui que certains rayons sont pleins. Biscuits, bonbons, chocolat, dans 3 magasins, des hypermarchés, pas moins, dont le plus beau de la région, neuf, avec plein de lumière, des écrans qui clignotent et des slogans crétins en anglais. À ceux qui le prennent de haut, il aime rappeler qu'il a son propre bureau, pas très grand, mais entièrement refait, ça sent encore la peinture et la colle à moquette. Le son est feutré, comme dans une bibliothèque, et son fauteuil en simili-cuir noir, au dossier inclinable, est souple et confortable. Francis aime bien son bureau. La large fenêtre dispense toute la lumière dont il a besoin, et si la vue n'est pas terrible, immeubles d'acier et chantiers inachevés, il a en revanche sa cafetière à lui, un engin dernier cri dont il fait grand usage. Il a aussi une plante verte à longues feuilles douces et une belle peinture dont il ne connaît pas l'auteur. C'est un paysage de campagne avec des couleurs un peu vagues, un trait dansant et imprévisible, comme vu au travers un verre déformant. Quand il s'ennuie, il se plonge dedans, glisse sur les perspectives, se perd dans les profondeurs. Il y a toujours des détails à découvrir, une part d'inconnu qui se révèle, comme si le tableau n'était jamais le même. Un dernier passager monte, le bouscule un peu, les portes sonnent, se ferment et le train repart en gémissant. Il a l'impression d'avoir moins de place qu'auparavant. Peut-être que l'espace s'est réduit ou qu'il a pris du volume, lui, sorte de ballon dans lequel on soufflerait doucement. Il se colle à la double porte pour échapper au contact des gens derrière lui. Il n'aime pas la promiscuité, encore moins avec cette chaleur qui lui fait tourner la tête. Et puis, il craint que quelqu'un ne remarque sa transpiration excessive, qu'on se moque ou qu'on murmure dans son dos. Chaque matin, il essaie d'avoir une place assise, mais il est bien rare qu'il en obtienne une. Il y a trop de stations avant la sienne, trop de monde, toujours à peu près les mêmes d'ailleurs. Ils se reconnaissent, mais ne se parlent pas. Il n'y a que pendant les vacances que l'affluence est moindre. L'été surtout. C'est calme en été. Bientôt, ce sera le terminus et tous descendront. De là, Francis marchera quelques centaines de mètres entre les immeubles léchés par le vent. Il dira bonjour aux collègues, il fermera discrètement sa porte à clé, soufflera une seconde et se fera un bon café, long et très sucré, qu'il boira en lisant les nouvelles sur son ordinateur. Le train s'arrête dans un crissement de freins métalliques qui lui fait serrer les dents et froncer les sourcils. Quoi, maintenant ? Ça arrive parfois. On s'arrête entre 2 gares, puis on repart en secouant scrupuleusement les passagers. Il soupire, regarde sa montre, puis se gratte la tête d'un geste nerveux. C'est le chatouille là-haut, et il se demande si le chat des voisins ne lui aurait pas refilé des puces ou un parasite quelconque. Cette sale bête a la fâcheuse habitude de se glisser chez eux dès qu'une fenêtre est ouverte, de pisser dans les coins et de roupiller sur le lit, les coussins ou le canapé. Daphné le chasse à coups de balai, mais il revient chaque fois. Il faudra qu'il en parle au docteur Boudinot, son médecin traitant. Les matous peuvent traîner des tas de maladies. En attendant, il a toujours aussi chaud.
Peut-être pourrait-il demander à un des passagers assis d'ouvrir une fenêtre. Il se tord le cou à en chercher un qui pourrait faire l'affaire. Ils sont lointains. Il hésite. Est-ce que les fenêtres s'ouvrent seulement? Il les regarde et se dit que non, rien n'indique qu'il y ait quoi que ce soit à ouvrir, pas de poignée ou d'équivalent, rien qui semble coulisser ou permettre au bon air du dehors de venir le rafraîchir. Plus de 10 ans qu'il prend ce train chaque matin, et ce n'est que maintenant qu'il se rend compte que les fenêtres ne s'ouvrent pas. À y penser, c'est vrai qu'en été, le train est climatisé et chauffé en hiver. Trop chauffé aujourd'hui. La chemise collée à sa peau peut en témoigner. Des gouttes se forment à la racine de ses cheveux bruns blancs, humides eux aussi, et le bas de son dos dégouline. Personne autour ne lui prête attention. Les têtes sont penchées et tous sont pliés, repliés ailleurs. Il consulte à nouveau sa montre, le temps n'avance pas. Dehors, la zone industrielle déserte qui précède l'arrivée au terminus, ces grands hangars anguleux laissés à l'abandon, hauts parpaings et toits de ferraille, ouvertures taillées dans la tôle, verres à armature. On stockait des camions neufs ici, rutilants, brillants, puissants. Aujourd'hui, toutes les vitres sont brisées, les colonnes rouillées. Il y a de grandes lettres blanches peintes sur chaque bâtiment. A, B, C, D, et la suite. Partout des graffitis laids et colorés. Quelques lampadaires sont tombés, et le bitume est fissuré, cassé par des herbes sauvages qui n'en finissent pas de pousser. Et c'est comme ça de chaque côté des rails. Un décor de fin du monde. Francis s'agite, se dandine d'un pied sur l'autre. Le quai suivant n'est qu'à quelques centaines de mètres. Pourquoi cet arrêt? Est-ce que quelqu'un s'est à nouveau jeté sous les roues du train? Ce serait le deuxième en un mois. Ça arrive plus souvent en hiver, et souvent aux heures de pointe. Mais quand même, les suicidés aiment bien impliquer leurs anciens compagnons de trajet dans leur mort, semble-t-il. Ils pensent à ceux qui doivent ramasser les cadavres sur la voie. Est-ce qu'ils sont attitrés à cette tâche ou est-ce qu'ils ont d'autres activités? Contrôler les tickets le lundi, collecter les morts le mardi? Il ne sait pas, mais se dit qu'au fond, lui s'en sort plutôt bien. Il a son propre bureau, sa propre cafetière, et on l'appelle monsieur. Ses pensées sont interrompues par un bruit sec de décompression, l'espèce de chuintement que provoque le déverrouillage des portes. Ah! Celle devant lui frémit nerveusement. Étonné, il approche le bout de ses doigts du bouton d'ouverture bleu et reçoit une fine décharge d'électricité statique. Aïe! Déverrouiller les portes entre deux stations est contraire aux règles de sécurité et ça ne lui plaît pas. Pourquoi faire une chose pareille? Le machiniste? Peut-être s'imaginent-ils tous les libérer comme on libère des bêtes en ouvrant leur cage? Francis se fout de la liberté. C'est d'air frais dont il rêve. Il mime le geste de presser la commande d'ouverture, hésite, frôle à nouveau le bouton, puis décide d'attendre plutôt que le train reparte. Être patient, rester dans le rang. Il tourne la tête à la recherche d'un regard compatissant, quelque chose qui lui dirait qu'il n'est pas seul dans cette galère, un coup d'œil échangé, un haussement de sourcils, un bref sourire ou une grimace quelconque, mais personne ne semble préoccupé par la situation. Il desserre sa cravate et défait le bouton du col de sa chemise. C'est mieux, mais pas suffisant. Sa respiration lui pose problème, sifflante, difficile. Il est en train de faire une crise de quelque chose, c'est certain, et ça l'effraie. Il pense au docteur Boudinot, au téléphone dans sa poche, au numéro des urgences. Quel numéro? Il lui faut de l'air. Je compte jusqu'à 60 et j'ouvre la porte. J'appuie sur le bouton, j'ouvre. 60 secondes, 1 minute, pas plus. Et il compte en essayant de garder son calme. Il est à 5, puis 10, puis 20. Sa gorge est de plus en plus serrée. Le monde autour de lui devient flou, vague, et l'idée l'effleure qu'il va mourir là, étouffé. Il voit l'image, sa bouche ouverte et suppliante comme celle d'un poisson sans eau, son visage rouge, ses yeux exorbités, ses jambes qui le lâchent et sa chute pathétique sur le sol au milieu des voyageurs exaspérés. Oh non, non, ça suffit. Voilà, il appuie parce qu'il est à un cheveu de s'écrouler et que personne n'a envie de voir un bibin d'homme dans son genre tomber sur soi entre deux stations. Chapitre 2. La porte s'ouvre bruyamment et un souffle frais pénètre dans le wagon en tourbillonnant.
Francis inspire. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.